Et salut les rôlistes, aujourd'hui je vous amène dans cette nouvelle session du débrief de la campagne impériale, la campagne de l'ennemi intérieur pour Warhammer Fantasy V4. Je vous amène dans l'opus numéro 3, le livret numéro 3, qui est sobrement intitulé « Le pouvoir derrière le trône ». Alors, c'est assez mythique, hein, ce livret, Le pouvoir derrière le trône. C'est certainement pour beaucoup des joueurs des MJ qui ont joué cette campagne, un moment clé, un moment qui existe en fait dans la première version de la campagne du tout début, et qui a été remis au bout du jour avec cette édition, et qui est un moment fort puisque c'est peut-être le moment où les joueurs arrivent à un niveau plutôt régional, mais aussi on arrive dans de la politique du vieux monde, et c'est à la fois tout le plaisir de ce livret, mais aussi toute sa complexité, car après avoir vécu le livret 2, Mort sur le règle, plutôt campagnard, on va arriver dans une gigantesque ville. Mais je vais essayer en quelques mots de dessiner la trame de ce livret, puisque je pourrais passer des heures à vous faire personnage par personnage, mais déjà je pense que c'est important de bien comprendre la trame principale. Tout commence par le fait effectivement que les personnages ont plein de raisons, et on l'a vu la dernière fois, d'aller à Middenheim. Des raisons diverses et variées qui vont les faire venir dans cette cité, mais ils vont aussi entendre des rumeurs. Il y a plusieurs conflits qui couvent dans la cité. Le premier, c'est quelque chose qu'on peut traîner déjà et que je vous encourage à traîner comme rumeur dès le premier opus. C'est un affrontement larvé peut-être encore entre les Ulrichiens et les Sigmarites. Donc Ulrich, hein, le dieu de la guerre, le dieu le plus ancien, on va dire, de la guerre, et puis Sigmar, le dieu de l'Empire, mais qui est beaucoup plus récent, puisqu'il a 2512 ans. Et donc, il y a un conflit larvé sur, alors, plein de raisons, hein, l'origine du dieu, la confrontation peut-être de ce que font chacun de ces dieux, lequel est le plus puissant, lequel est le moins puissant, bon, bref. Une première opposition Ulrichien-Sigmarite. Je vous encourage, puisque ça va être clé dans cet opus, à le glisser dès les premiers chapitres, les premiers livrets. Et puis, il y a une deuxième chose, il y a un carnaval à Middenheim. Un carnaval qui peut être d'ailleurs la raison de la venue des personnages joueurs, puisque c'est un fameux carnaval, le carnaval de Middenheim, qui va durer toute une semaine. Et alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de date à ce carnaval, ça arrive au moment où les PJ arrivent, donc ça c'est plutôt bien. Et on a aussi une autre trame qui est cette histoire de taxes. Il y a une histoire de taxes qui vont, ils vont taxer les nains, les magiciens et les Sigmarites. Et alors voilà, cette histoire de taxes, on peut en entendre parler avant, ça permet d'avoir une autre humeur. En plus de cela, on va parler de la partie dirigeante et politique, on va dire, de la cité. Il faut savoir dès le début que Middenheim est dirigée par Boris Thunbringer, la famille Thunbringer, depuis un long moment d'ailleurs. Thunbringer et Boris Thunbringer, c'est un grand comte électeur, hein, donc il fait partie de ceux qui peuvent élire l'empereur, bien entendu. Et donc c'est une cité influente, il a une fille, et puis il est bien entouré, et donc tout va tourner autour de ces intrigues-là. Les Ulrichiens, les Sigmarites, Thunbringer qui est dépressif et qui est entouré de plein de conseillers, cette loi fiscale qui va finalement mettre en péril la cité, puisque taxer les nains, les magiciens et les prêtres de Sigmar, bah, les magiciens vont partir, les nains vont se sentir vexés, et donc c'est eux qui entretiennent les remparts, puisque Middenheim est en haut d'un piton rocheux. Les nains entretiennent les ponts qui permettent d'arriver à Middenheim, mais aussi s'occupent de la sécurité du dessous de la ville. Et puis la dernière intrigue, c'est le carnaval de Middenheim qui va donner lieu à plein de moments de plaisir pour vos PJ. Donc voilà un peu les intrigues, et je vais vous révéler tout de suite le pourquoi du comment, le central, avec Boris Thunbringer. Boris Thunbringer est tout simplement dépressif. Il est entouré de plusieurs conseillers, et ces conseillers, comme par nature, le conseillent. Cette loi fiscale, qui perturbe tout le monde, est finalement un plan
du grand maître du culte de la main pourpre de Middenheim. Et puis je vais être clair, le grand maître du culte de la main pourpre, c'est Karl-Heinz Wesmayer, qui est aussi un des 3 seigneurs de la loi. Donc ces personnes qui vont proposer les lois, un organe, on va dire, un conseil législatif. Les lois sont proposées par les 3 seigneurs de la loi et proposées à la signature de Boris Stonebringer. Bien entendu, Boris Stonebringer se fait aider de tout un tas de conseillers qui vont lui dire si ça c'est bien ou pas bien. Donc vous avez un grand méchant, alors vous l'avez direct là, dans cette, attention encore une fois, hein, Spoiler Insight, si vous regardez ça, cette émission, je vous pourris complètement l'intrigue. Karl-Heinz Wesmayer a donc un plan très ambitieux. Son objectif, c'est de perturber, bien entendu, parce que c'est un cultiste, la cité, donc cette loi va le permettre, mais aussi, il a prévu un plan. Il s'est allié avec un doppelganger et il a l'idée de faire remplacer Boris Stonebringer par le doppelganger et ainsi d'être nommé par Boris Stonebringer, hein, le grave de la cité. Boris Stonebringer, alias le doppelganger, nommerait Karl-Heinz Wesmayer, son chancelier, son grand chambellan, enfin, lui donnerait quelque part tous les pouvoirs, car Boris Stonebringer a tout pouvoir. Et donc ça, c'est ça le plan. À la fois, Wesmayer, en tant que membre du culte de la main pourpre, va perturber et veut perturber la cité, l'affaiblir, et d'un autre côté, il veut donner un coup fatal en remplaçant Boris Stonebringer par un doppelganger, qui celui-ci donnerait à Wesmayer tous les pouvoirs. Voilà, ça c'est le plan du grand méchant. Mais c'est pas si simple que ça, parce que pour faire voter des lois, par exemple la loi fiscale, il doit s'accompagner, on va dire, des conseillers, en tout cas faire pencher des conseillers du grave Boris Stonebringer avec lui. Et donc, il va aussi fomenter un plan, parce que ça se trouve, son plan avec le doppelganger va pas marcher, peut-être sa loi fiscale va pas marcher, et en parallèle, il essaye, pour pouvoir faire passer des mesures pro-cultistes de la main pourpre, il essaye de trouver des axes de chantage, des moyens de chantage sur tout un tas de conseillers. Donc vous aurez plusieurs choses à la fois, cette loi fiscale qui déstabilise, la tentative de Wesmayer de manipuler les conseillers proches du grave Boris Stonebringer et cette histoire de remplacer le grave Boris Stonebringer à un moment donné par un doppelganger. Voilà les plans machiavéliques de Karl-Heinz Wesmayer. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui va faire que nos personnages vont arriver au milieu de ce bazar? Eh bien, c'est toute la complexité, à mon avis, du pouvoir derrière l'automne. C'est comment on fait arriver les personnages et on va les balancer dans cet imbroglio politique. Alors, moi, ce que je propose, hein, c'est toujours de préparer à l'avance. Il y a pour moi 2 choses essentielles pour permettre aux personnages de rentrer dans les intrigues. La première chose, c'est qu'il faut qu'ils s'intéressent à cette histoire de loi, parce que cette histoire de loi va donner des indices sur le fait qu'il se passe quelque chose en haut lieu qui peut être que néfaste pour la cité. Alors me direz-vous, c'est pas les personnages avec leur intelligence moyenne, ça dépend lesquels, qui vont se dire ça. Ben, peut-être qu'en leur donnant de plus en plus d'informations et en plus en leur glissant avant que le culte de la main pourpre vise à déstabiliser les cités, ils vont se dire ah bah il y a le culte de la main pourpre, il y a cette loi, il y a certainement la main pourpre qui agit derrière. Donc ça il faut le préparer avant, sinon il faudra que vous le prépariez et vous le donniez quand on arrive à Middenheim. Le deuxième sujet, deuxième chose importante pour moi, c'est il va falloir qu'ils puissent discuter avec des personnages haut placés dans la cité. Et ça dépend de votre groupe. Et c'est pour ça que je vous ai mis un peu tous les personnages. En fait, tout va dépendre de votre groupe. Si vous avez un noble dans votre groupe, vous avez la solution. Le noble va arriver, il va pouvoir prendre contact certainement avec des nobles de Middenheim. Donc, c'est simple. Mais si vous n'avez pas de noble, si vous avez un prêtre de Simar comme j'ai eu, ça peut permettre aussi. Mais il va falloir trouver une accroche pour que un groupe on va dire, de personnages de bas étage, hein, assassins, ratiers ou autres, puissent le faire. Et alors là, il faut le préparer avant. Il y a plein d'astuces pour ça. Rencontrer un PNJ qui leur en doit une dans le mort sur l'oreille. Et ça tombe bien, il le retrouve à Middenheim parce que ce personnage vient à
à Middenheim pour le carnaval. Donc en fait, il faut s'appuyer sur le carnaval. Pour trouver un lien, moi ce que je pense, c'est que le carnaval draine énormément de personnes différentes, puisque les rues vont être pleines pendant toute la semaine. Et donc, il faut glisser des PNJ qui vont permettre à vos PJ de pouvoir aller côtoyer finalement les conseillers. Voilà ce qu'il faut préparer avant. Parce que, effectivement, tout va tourner autour d'enquêtes pour aller débusquer le traître, donc Karl-Heinz Wensmeyer, auprès des conseillers et des proches. Donc, je vous conseille, surtout quand vous commencez à préparer le pouvoir derrière le trône, d'aller à une section intéressante. Car ils ont été très malins dans le bouquin. Ils ont fait un appendice, alors que je suis en train d'essayer de vous montrer là sur l'écran pour ceux qui voient, mais vous n'êtes pas obligé de suivre visuellement. Ils ont fait un appendice où ils présentent tous les conseillers et tous ceux qui tournent autour du Boris Stonebringer. Ils ont défini un par un les personnages, leur rôle, leurs connaissances, les liens qu'ils ont entre eux et ce qu'ils vont faire pendant tout le carnaval, du premier jour jusqu'au dernier jour. Et alors ça, je vous conseille d'y aller systématiquement et de bien lire parce que chaque personnage a des objectifs. Ils vont vivre pendant cette période de 7 jours du carnaval et donc n'hésitez pas à aller sur cet appendice, cet annexe qui décrit vraiment chaque personnage en détail. Donc ça, il faut bien lire. Vos personnages vont arriver, la campagne, enfin le livret commence, vous allez sur la route de Middenheim. La route de Middenheim, ça va être finalement un scénar qui est plutôt introductif et qui va vous permettre de vous déplacer de Altdorf jusqu'à Middenheim et de vous faire entendre des rumeurs qui est en train de se passer sur la grande route. C'est à la fois intéressant parce que ça permet de poser l'ambiance du Middenland, de dire qu'il commence à y avoir de ci, de là des problèmes dans l'Empire, et d'ailleurs il y a des images, je vais vous la mettre quand vous vous déplacez. Il y a encore une fois une diligence à prendre, par exemple, une belle diligence, vous pouvez y aller à pied, à cheval, et donc vous allez rencontrer tout un tas de personnages sur cette route qui peuvent vous donner des informations. Vous allez voir des fuyards, peut-être des nains, peut-être des magiciens, qui quittent Middenheim pour rejoindre Altdorf et le sud de l'Empire. Donc, c'est potentiellement assez calme, hein, à vrai dire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à faire quelques rencontres. Donc, il y a je trouve que c'est pas mal là. Je vais... alors, hop, j'enlève le miro et je vous mets les images. Plein de rumeurs. Donc, il faut mettre des rumeurs, ça c'est sûr. Mais c'est aussi des moments où on peut rencontrer des gens qui vont donner des informations, des réfugiés, des fils d'Ulric, un culte extrême d'Ulric, qui sont anti-Silmarites. Donc, cette premier chapitre hein, a vocation à donner de l'information et à donner le contexte global. Et donc, passez-y un peu de temps. Vous pouvez faire un ou deux combats avec les fils d'Ulric, mais c'est très très important. Quand vous allez arriver, on va proposer d'aller aux armes du Templier. Alors c'est un peu l'auberge mythique. Moi j'avais fait un lien avec Adolphus, hein, le chasseur de primes, qui leur a dit d'aller là-bas et que c'était un ancien collègue chasseur de primes. Ils n'hésitaient pas à faire un lien parce qu'en fait quand ils vont arriver, ça va être le carnaval. Il va y avoir des milliers, des dizaines de milliers de personnes, donc ils vont avoir de mal à trouver un endroit où loger. Et ça va être vraiment les armes du Templier, leur endroit. Je trouve que c'est un endroit de référence fétiche où ils peuvent avoir un peu de sécurité, même si c'est pas non plus le plus sécure, mais peut-être un petit havre de paix. Si vous avez suivi la fin de Mort sur le Rec, on vous dit il faut amener une caisse jusqu'à Middenheim, au Fenstrasse, et puis c'est un piège. Alors honnêtement, il tient pas debout cette histoire, mais bref. Il faut amener, c'est des membres du culte de la Main-Pro qui donnent une caisse aux héros afin qu'ils aillent jusqu'à Middenheim et qu'ils se fassent choper par le culte de la Main-Pro à Middenheim parce qu'ils ont une caisse où il y a, en gros, il y a écrit il faut arrêter les gens qui portent la caisse. Bon, voilà. Ça tient à moitié, il y a un petit combat si vous le voulez. C'est éminemment passable, même si ça peut permettre de donner au personnage l'impression qu'il y a des cultistes ici. Voilà, donc à faire ou à pas faire, je pense que c'est pas nécessaire.
mais maintenant ils sont à Middenheim. Donc Middenheim, c'est une belle cité, une énorme cité sur un piton rocheux. On est potentiellement au printemps, il peut neiger ou pas, les montagnes autour sont gigantesques. C'est gigantesque. Alors je conseille un supplément qui s'appelle Middenheim, la cité du loup blanc, édité par Cubicle 7, qui va vous décrire en détail toute la cité. Donc moi, je l'ai prise, j'ai pris le supplément et j'ai même pris sur Foundry. Donc il suffit de cliquer sur un quartier, ça va donner tous les lieux. Donc il y a la carte, il y a tous les lieux. Je pense que ça vaut l'investissement. Je suis pas pousseur au crime d'acheter des suppléments, mais Middenheim, la cité du loup blanc, vous allez vous en servir pour le pouvoir derrière le trône et pour le racornu, le prochain. Donc ça vaut vraiment le coup, mais attention, vous pouvez jouer sans. Il y a la carte qui est fournie dans le livret de la campagne. Nonobstant, je conseille quand même pas mal cela. Et donc, on va jouer dans cette cité. Il va falloir effectivement bien connaître la cité. Il y a des aides de jeu plutôt sympas qui vont expliquer un peu le fonctionnement de la cité, mais aussi le carnaval qui arrive. N'hésitez pas, je pense pas qu'ils doivent arriver, vos personnages, le jour où le carnaval commence. Il vaut mieux laisser quelques jours. Parce que ça leur permettra de rentrer dans la cité, de la découvrir. Pas forcément de l'aventure, mais au moins de quoi découvrir les rues, où sont le quartier des temples, où est le palais du graphe. Voilà. Alors j'essaie de pas trop coller sur ma campagne, autrement je vous dirai ce que j'ai fait, mais là c'est plutôt pour donner des conseils. Chaque groupe doit avoir vraiment une approche totalement différente. C'est vraiment le pouvoir derrière le trône. Je pense que vous pouvez faire jouer 10 fois avec 10 groupes différents, ce sera toujours différent. Ok. Et puis, il y a le chapitre 3 du bouquin qui va expliquer ce que je vous ai expliqué là, moi, tout à l'heure en 2 minutes. Le plan machiavélique du grand méchant, Karl-Heinz Wesmayer. Je me répète un peu, mais ça vaut le coup de bien l'avoir. Hein. Le grand méchant Karl-Heinz Wesmayer, seigneur des lois qui fait secrètement partie de la main pour, bien sûr, et qui a un complot, le grand complot qui vise à déstabiliser l'Empire, et de faire de Middenheim une forteresse secrète du chaos. Et donc, il veut se débarrasser des défenses de la cité et prendre le pouvoir, comme je vous l'ai dit, en éliminant les nains, les magiciens, avec des taxes pour ce faire. Donc, ce chapitre 3, qui vient après comment je suis arrivé à Middenheim et l'explication sur Middenheim, vous lisez 10 fois. Non, 3-4 fois. Vous aurez vraiment les grandes personnes, c'est-à-dire les seigneurs de la loi à connaître, le chancelier Joseph Sparman, les hauts prêtres à Ulrich et comment dire, les liaisons amoureuses de Ulrich, le champion du graphe Dieter de Hammer, j'arriverai jamais à le prononcer, qui va être hypnotisé. Donc ça va expliquer ce qu'est en train de faire Wesmayer pour manipuler des gens. N'hésitez pas à bien lire les PNJ, à lire cette partie, le chapitre 3, qui explique vraiment bien la trame. Donc chapitre 3, vous relisez plusieurs fois. Il y a un petit truc pour les grognards, ceux qui ont déjà fait la campagne avant pour changer. Mais voilà, le chapitre 3 expliquera les taxes, expliquera aussi qui a le plus d'influence sur le graphe. Donc, ça, faut bien lire. Ça va décrire les elfes qui sont là, Ralan Lafarel par exemple, des Midden Marshall, Katarina Thunbringer. Il faut savoir que le fils bâtard, Henry Schönbringer, est pas là, et il arrivera au livret d'après, mais on a tous les hauts responsables qui sont décrits ici. Voilà. Je vous remets un peu, peut-être le miro, et je vais passer un instant à essayer de décrire un peu les grandes personnes. Parce que ce que j'avais essayé de faire sur mon miro, c'est peut-être un peu plus petit. Donc, le grave Boris Thunbringer, il est très bien entouré. Il a ses 3 seigneurs de la loi, dont le traître, Wesmayer, vous aurez bien compris son nom. Il a 3 Midden Marshall. Midden Marshall, donc c'est les Marshals du Middenland, avec Ulrich Schussmann, Johann Schermuth, Maximilian von Gunscher, je suis nul en prononciation.
Ces seigneurs de ces maisons de Marshall vont ces seigneurs de guerre, hein, quelque part, se répartissent l'armée, la défense de la ville et puis la garde intérieure. Donc Ulrich Schussmann, important personnage, on retrouvera certainement dans le livret suivant, n'hésitez pas à l'introduire. Il va être entouré, le graphe, de son chambellan, de Joseph Sparsam, son premier ministre, on va dire comme ça. Il y a à la Vendrelle le grand veneur, à Ulrich, le grand prêtre d'Ulrich. On a Dieter Schildhammer qui est son champion. Et puis on a Luigi Pavarotti qui est le médecin de la cour. Alors, il manque un petit personnage hein, dans tout ça. C'est le fils, Stefan, le fils de Boris Sternberger, qui est malade. Alors, il est là en fond, mais on ne le voit jamais vraiment dans la campagne. Stefan, peut-être, si vous voulez le mettre en avant, mais il est isolé, on ne le voit vraiment jamais. Voilà les grands personnages. Donc il y en a pas mal. Il faut reliser les personnages. Faites-vous, comme j'ai pu faire, un Miro pour faire les liens. C'est obligatoire si vous voulez maîtriser bien ce livret. C'est un livret de PNJ. C'est un livret où chaque PNJ a un agenda. Et il faut le connaître, sinon bon, ça peut marcher, bien sûr, mais ça perdra son charme. Et c'est bien le but du chapitre 3 et de l'annexe sur le récapitulatif de chaque PNJ. Donc c'est plutôt bien fait. Alors moi, je suis admiratif du travail qui a été fait, parce que c'est compliqué, et ils arrivent à le rendre par la lecture, quand on le lit une fois, certains chapitres 2-3 fois, pour bien s'imprégner des noms, on l'arrive, et surtout que quand vous allez le faire jouer, ça va venir au fur et à mesure, et donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, vous êtes dans l'ambiance, vos personnages sont arrivés, ils ont ces rumeurs, il y a quelque chose qui se trame. Et puis, comment on va les faire rentrer dans la trame principale? Et ça, c'est certainement le plus dur. Et il donne dans le chapitre 4 des pistes. Comment on rentre dans Middenheim avec la piste de la main pourpre? Comment on rentre dans Middenheim avec la piste de Gotthard von Wittgenstein? Rappelez-vous, dans le château des Wittgenstein, vous pouvez trouver la trace que Gotthard est à Middenheim. Comment vous pouvez rentrer sur les aspects de religion, on va dire la petite guerre entre les Simarites et les fils d'Ulrichiens, les Ulrichiens, avec les taxes, et il y a aussi les Skaven. Alors, je vous propose sur les Skaven, mon conseil, on est censé avoir une scène avec les Skaven dans Middenheim, mais comme vous allez en manger dans le Racornu, je ne saurais que conseiller de les introduire, parce que peut-être qu'ils les ont vus une seule fois à la fin, ou peut-être un peu dans Mort sur le Reich, mais allez-y mollo avec les Skaven pendant le carnaval, parce qu'autrement ça va faire beaucoup trop de Skaven sur toute cette campagne. Donc vous pouvez les introduire. Et donc pour chacune de ces portes d'entrée, ils décrivent dans le scénario ce qu'on peut faire. Donc par exemple, sur la main pourpre, il y a toujours Castor Liberung, et ça va faire de lien. Donc un peu, vous voyez, c'est quand même, il n'y a pas un scénario écrit scène par scène hein, dans ce livret. Il y a un contexte, il y a on va dire des enquêtes un peu initiales, quand on arrive, qu'est-ce qu'on fait dans la cité. Et en fait, chaque groupe, faut que vous les envoyiez vers une piste. D'accord? Et je pense qu'il y a des premières enquêtes. Où est le coup de la main pourpre? C'est quoi cette histoire de taxes? Et qui doivent être mis en avant afin que les personnages commencent à visiter. Donc c'est toute la difficulté de cette enquête. C'est un peu, certains diraient que c'est un peu bac à sable. Je ne sais pas si c'est bac à sable, il y a quand même une intrigue très claire. Et donc vous pouvez aller à la commission des elfes, des nains et des halflings par exemple. Il vous donnera des informations. Vous pouvez rencontrer, c'est par ça que vous allez commencer à rencontrer des personnages d'importance. Et ça c'est quelque chose que je vous conseille, c'est-à-dire attendez pas une grande cérémonie où il y a tous les PNJ autour du graphe pour les introduire. Faites en sorte, et voilà, moi, alors je vais vous dire un peu ce que j'ai fait. Ralan Lafarelle, hein, qui est un ménestrel, le barde, vous pouvez le faire rencontrer dans une auberge. Discuter avec lui, c'est peut-être un elfe qui est finalement assez accessible. Et donc, vous pouvez commencer à créer un lien avec quelqu'un qui est dans le cercle du graphe. Et c'est peut-être grâce à ça qu'ils seront introduits plus tard. Autre exemple, Dieter, le champion. Alors clairement, il va se fiancer,
mais il est toujours très accro aux tavernes. Donc autre point d'accroche, vous pouvez durant ces premiers jours faire en sorte qu'ils se rencontrent dans une auberge, pourquoi pas aux Armes du Templier, et puis qu'ils jouent ensemble, ou qu'ils jouent aux dés, aux cartes, voilà. Et l'idée, ça va être de prendre les personnages les plus accessibles, les personnages de la suite du graphe les plus accessibles, et de les faire rencontrer. Donc moi je conseille à Dieter, donc je te montre là sur le Miro, il y a Dieter, il y a Alain Vendrel, le grand veneur aussi, le ménestrel Ralan Lafarelle. Ça c'est des personnages qui sont finalement relativement accessibles dans la rue, et voilà. Et on peut le faire par hasard, alors c'est un peu téléphoné, hein, mais pourquoi pas. Il y a aussi le Chevalier Éternel qui se balade un peu, alors qu'il y a un poste honorifique, Siegfried. Il n'est pas très intéressant. Donc, en fonction de vos groupes, s'il y a des magiciens, par exemple, vous pouvez aller voir Albrecht, le grand maître de la Guilde des Sorciers. Et donc, ça va être en fonction de votre groupe. Choisissez les PNJ les plus accessibles et faites-les rencontrer directement avant même le début du carnaval. Ça permettra qu'ils puissent s'accrocher avec des personnes pour rentrer dans le cercle. Si vous avez des guerriers, vous pouvez directement, alors c'est peut-être un peu compliqué, mais le Maiden Marshal ou Ray Schussman, si dès le début vous pouvez l'introduire au personnage, ce sera un allié potentiellement de poids. Voilà, et il y a des personnes qui ne sont pas accessibles. Le chancelier ou le chambellan ou les Seigneurs de la Loi sont très peu accessibles au début. Donc voilà, choisissez, je me répète encore, mais voilà, choisissez les quelques PNJ qui sont accessibles par rapport au groupe de vos personnages et faites-les rencontrer, comme ça ils auront un lien. Moi par exemple, j'avais fait rencontrer une future dame de compagnie de Katharina sur le chemin de Mindenheim, et hop, tout de suite ils ont un contact assez proche de la princesse, on va dire, Katharina Thunbringer. Donc préparez-le avant le lancer du carnaval, sinon peut-être ça brusquera un peu. Et puis il faut les mettre un peu en confiance, il faut qu'ils aient quand même des PNJ de confiance dans ce livret. Sinon, vous allez laisser une paranoïa ambiante terrible, ce qui peut bloquer les personnages, hein. Tellement il y a de traîtres à un moment donné où ils peuvent penser qu'il y a de traîtres là. Ok. Et donc, on a fait quelques jours et on va lancer le carnaval. Voilà. Et ça, le carnaval, c'est l'énorme plaisir de ce livret. En fait, il y a 8 jours, enfin 7 jours, le 8e jour, tout ne devrait pas se passer normalement. Mais il y a 8 jours, il y a toutes les grandes maisons qui sont là et il y a des événements partout. Alors c'est super bien fait dans le livret. Il y a une explication jour par jour, pour ceux qui regardent l'écran, je vous mets jour par jour de toutes les activités. À la place d'Armes, au Grand Parc, aux Jardins Royaux, etc. Bon, j'avais traduit moi-même à l'époque, donc je suis pas sûr que ce soit très net, mais bon, bref. Parce que j'avais pas la version de l'éditeur, donc j'oublie toujours le nom français, mais bon, bref. Donc j'avais fait traduire ça, et donc il y a jour par jour, il y a aussi des programmes lieu par lieu. Donc ça c'est assez cool, c'est-à-dire que s'ils vont au Grand Parc, eh ben on sait jour par jour ce qui va se passer, et donc vous n'avez pas à aller regarder tous les jours ce qui est en train de se passer. Hop, vous allez au Grand Parc, et la description dans la campagne du Grand Parc de tout ce qui se passe, et donc ça c'est cool de chez cool pour vous refaire. Alors moi sur Foundry j'avais même fait une scène que j'avais donnée aux joueurs, ils avaient tous les menus, et hop, ça leur permet de ne pas être perdus, et ils optimisent un peu leur temps de parcours, parce que ça va se passer très vite, il y a des choses partout, et surtout, eh ben, en fonction, je trouve que c'est génial, vraiment, ils ont fait en sorte que quel que soit le métier des personnages, je suis sûr que vos personnages vont trouver quelque chose à faire. Des musiciens ou des artistes, hop, collège royal de musique. Il y a des choses, il y a foire aux chevaux, par exemple, des parades, des joutes. Il y a des choses à voir, les cracheurs de feu, il y a... Et voilà, tournoi de tir à l'arc, le défi du champion du graphe, les éléphants de Barbundel. Et donc, c'est vraiment... Alors, le carnaval, c'est l'occasion de leur en mettre plein les yeux. Ils font leur programme, ils vont à des choses. Donc, alors, il ne faut pas se perdre dans le carnaval non plus, parce qu'ils ont un peu une enquête à faire en même temps. Mais honnêtement, quel plaisir de pouvoir, après ces enquêtes un peu préliminaires, de mettre un peu de vieux monde et de lore de vieux monde avec le carnaval.
Et donc, c'est très bien expliqué dans le livret, le carnaval. Il y a les events, bien entendu, hein, là je vous remontre. Et puis, ils vont expliquer un peu le contexte du carnaval, comment ça se passe. Parce qu'un carnaval, par nature, c'est un peu la porte ouverte à toutes les excès, à tous les excès. Et donc, on voit bien qu'il y a des magiciens peuvent essayer de faire des choses plutôt sympathiques. Il y a une foule, alors il faut l'imaginer toujours. C'est ce que j'ai essayé, moi, de faire comprendre aux personnages, c'est qu'en fait, c'est bondé, c'est rempli comme un œuf. Et donc, il y a une foule en permanence. Les mouvements sont pas si faciles que ça, parce qu'à chaque fois qu'on veut marcher, on va mettre 3 fois plus de temps quand c'est en temps normal. Et puis, il y a aussi des événements un peu mineurs. Alors, ça peut être des vols, ça peut être... vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, qui pourra animer la cité. Alors, ils ont une proposition, mais vous pouvez faire des quêtes secondaires en fonction de vos personnages. Avec, bien entendu, les grands événements, ce que je vous ai un peu montré, qui vont être décrits en long, en large, en travers. Et donc, chaque événement va être décrit. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chaque événement donnera lieu à la visite de ces fameux conseillers ou de PNJ importants. Et jour par jour, c'est décrit. Et donc, c'est une autre occasion de faire découvrir, par exemple, Katharina, Dieter, aux personnages lors d'événements. Et pourquoi pas qu'ils se fassent connaître d'eux en révélant, par exemple, une déclamation des bardes et des poètes, ou le tournoi de tir à l'arc, ou une paradine, une joute. Et donc, à chaque fois, c'est l'occasion de rencontrer ces PNJ qui sont proches du graphe et qui sont finalement clés dans l'investigation au sujet de la manipulation du graphe. Voilà sur le carnaval. Je ne vous le fais pas tout en détail parce que c'est 7 jours pleins, donc je vais éviter de vous le faire. Encore une fois, c'est bac à sable, il faut aller où vos personnages veulent aller. Encore une fois, n'hésitez pas, le chancelier, le champion, le ménestrel, la princesse, la chaperonne, les Midden Marshall, les grands sorciers, Arulric, la favorite du graphe, le chevalier éternel, les dames de la cour, le grand veneur, le médecin du baron, tous les seigneurs de la loi, ils sont encore décrits là, et il faut les faire intervenir. Voilà ce qui va exactement animer le carnaval. Et c'est le but de ce chapitre 6. Dans ce chapitre 6, on va décrire encore une fois, et on va faire 3 fois en fait dans le livret, on va parler 3 fois des PNJ principaux et de leur rôle. C'est ça qui est bien parce qu'à chaque fois on les aborde avec des conseils différents. Et c'est le moment où je vais aller un peu plus en détail. J'avais dit que je le ferais sur le chancelier, et puis je vais faire un peu un par un, mais très rapidement. Joseph Sparsam, c'est le chancelier. Donc, il va s'occuper pendant le carnaval de pas mal d'administratifs et des hauts nobles. Lui, il a un petit sujet, c'est qu'il est accro. Il a un secret, hein, il est accro à la poudre. Et voilà, ça va être son point faible, et sur lequel Wesmeyer va jouer. Ensuite, on a le champion. Alors, moi, je l'aime bien ce personnage. Le champion, quelqu'un de sympa, éditeur, hein. Très très sympa d'ailleurs, vous pouvez très sympa. Et lui, en fait, il a été hypnotisé. Ou alors, si c'est pas hypnotisé, envoûté, hein, vous pouvez choisir. Et puis, il va dire à tout le monde que les taxes, c'est vraiment génial. Et alors, ça en devient tellement surréaliste que ça le rend suspect, certainement, parce que il se rappelle même pas d'ailleurs qu'il a dit que les taxes, c'était génial, que les nains, c'est des cons. Et donc, il est manipulé, alors, soit par hypnose, hein, soit magiquement, si vous souhaitez. Vous pensez que l'hypnose, c'est un peu pourri. On a Alain Vendrel Fanmaris, qui lui est le grand veneur, le maître de la chasse. Il n'a pas de secret sombre, c'est un neuf, il n'est pas manipulé, vous pouvez le faire intervenir, il va participer au tournoi de tir à l'arc, c'est peut-être l'occasion de le rencontrer. On a un personnage qui s'appelle Arulric, vous connaissez certainement. Jarek Valguer, il risque de changer. Lui, son secret, c'est qu'il est secrètement amoureux. Un peu plus que ça, et je pense qu'ils sont allés jusque peut-être plus loin avec Emmanuel Schlagen, qui est aussi
on va dire la concubine ou une courtisane assez proche, ou une concubine plutôt, maîtresse de Boris Stonebringer. Donc c'est grave, non seulement il doit être, et pour les Ulricains, il doit être pur, sans relation charnelle, mais en plus, il est avec la courtisane, la maîtresse de Boris Stonebringer, et ça aussi, Westmeyer va essayer de jouer dessus. Emmanuel Schlegel, je viens d'en parler, et ben elle a le même secret que Haraldric, hein, de fait. Personnage assez intéressant, puisque finalement potentiellement aussi relativement accessible, et pas mal d'influence sur Boris Stonebringer. Gotthard Wallenstein, c'est son faux nom parce que c'est von Wittgenstein. Il est là, il a un secret, c'est que c'est le dernier des Wittgenstein et que c'est un membre du culte du spectre de Jade, puisque ce ne fait pas partie du culte de la main pourpre. Je passe rapidement sur Hildegard Zimperlich, qui est la gardienne de Katharina Stonebringer, la chaperonne. Voilà, Joseph Sparsam. J'en ai parlé, c'est le chancelier qui a des problèmes de drogue. Katharina Stonebringer, personnage aussi intéressant, si vous voulez la développer, c'est la fille illégitime, en l'occurrence de Boris Stonebringer. Elle, c'est quelqu'un de plutôt très positif, elle n'a pas de secret particulier, elle peut très bien aider les personnages. Luigi Pavarotti, alors moi j'en ai fait tout un passé sombre et héroïque, c'est le médecin qui est plutôt porté sur l'alcool, il n'a pas de sombres secrets, et c'est un vrai médecin, et il est plutôt bon d'ailleurs comme médecin. Rallan Lafarelle, donc le barde, le ménestrel de la cour, aussi un PNJ plutôt positif, qui voilà, il est pas trop pro-nain, mais c'est quelqu'un que vous pouvez utiliser pour aborder, pour que les personnages l'abordent. Siegfried Prunkvoll, lui, alors, il a vraiment une tête, si vous voyez l'image, sympathique. C'est le champion éternel. En fait, il porte une armure qui fait de lui un champion éternel. C'est purement un personnage qui ne sert à rien. Mais justement, c'est ça qui est bien. L'inutile, ça donne des choses sympas. Et donc, ce personnage, il va permettre un peu d'agacer, je pense, vos PJ. Il n'a pas beaucoup d'informations et il est plutôt simple d'esprit. Les dames de cour, il y a Natacha, Kirsten Young et Petra. Donc moi j'en ai fait rencontrer une au PJ avant pour que quand ils arrivent, ils aient un contact auprès de la cour. Elles peuvent être très utiles parce que c'est pas des hautes nobles, donc beaucoup plus accessibles. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir une idylle entre un personnage et une de ces dames de cour. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Elles interviennent hein, au carnaval. N'hésitez pas à utiliser les dames de la cour. Les seigneurs de la loi, il y en a 3, Rainer, Joachim et Karl-Heinz Westmeyer, le grand méchant, je le répète encore une fois. Westmeyer veut déstabiliser et utiliser le doppelganger. Et les autres vont être, manipulés par Westmeyer. Donc ça aussi, il y a une relation, disait bien, il les manipule, surtout Rainer, avec sa fille qui sera potentiellement enlevée. Potentiellement parce que, bien entendu, les héros peuvent intervenir. Les Maiden Marshall sont finalement plutôt clean, même très clean, et les Maiden Marshall, avec Ulrich, le commandeur de la garde, le général et le marshal, moi je les ai peu utilisés, j'ai utilisé très Ulrich, les autres je les ai peu utilisés parce que ça commence à faire beaucoup de PNJ. Ça peut être utile en fonction de vos personnages, encore une fois. Et les magiciens, Albrecht, LCR et Diana Eberhau, qui ont pour le coup pas non plus de secrets particuliers, en fait de secrets, de mauvais secrets, de sombres secrets, mais qui ont aussi, qui luttent, hein, parce qu'il y a des taxes, rappelez-vous, des taxes qui touchent les magiciens, les nains et les prêtres de Sigmar. Et les prêtres en général, mais Sigmar particulièrement. Voilà, j'ai refait un peu un sommaire de tous ces personnages. Et, entre guillemets, le scénario va un peu s'arrêter ici. Parce que
En fait, ça va s'arrêter ici. Il n'y a pas de scène prédéfinie, hein, il n'y a pas une scène par jour, etc. C'est vraiment à la carte de comment va se passer le carnaval. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire vraiment l'ordre dans lequel c'est, mais en revanche, je vais quand même vous dire un peu, moi, comment je l'ai fait vivre. J'ai essayé, mais je pense que plutôt plus qu'essayer, ce que j'ai fait d'ailleurs, de discuter avec les personnages dès le début pour voir ce qui allait les intéresser. Et donc on s'est dessiné tout un planning. Moi ça tombe bien parce que j'avais quelqu'un qui allait au tir à l'arc, d'autres qui voulaient tenter d'être champion. Donc je suis passé par Dieter et puis par le grand veneur. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à rencontrer des personnages et ils ont essayé d'être éditeurs. En étant éditeurs, ils sont mis sa fiancée dans la poche. Ils se sont rendus compte que ça pouvait venir des Seigneurs de la Loi, et donc ils ont essayé de les rencontrer. Donc il y a des scènes plutôt sympas à vous de construire pour qu'en fait ils arrivent au fur et à mesure des jours, et parce qu'en fait tout va se passer l'avant-dernier jour, la nuit de l'avant-dernier jour au dernier jour, pour qu'ils arrivent à se douter ou à arriver à avoir des preuves. Il faut les perdre à un moment donné, il faut les ramener. Et là je vais parler, ça va me permettre de parler du compagnon. Parce que comme dans chaque livret, il y a un compagnon qui accompagne. Donc, il y a 2 livrets, il y a la campagne, on va dire, officielle, et puis il y a un compagnon qui vient enrichir. Et alors, ce compagnon, pour moi, c'est un must. Il faut vraiment l'avoir. Pourquoi? Parce que ça va décrire le culte du Rick. En long, en large, en travers, ça peut être bien si vous ne le connaissez pas. Ça va décrire des personnages, autres personnages importants de la cité. Par exemple, le culte de Verena, la commission des elfes, des nains, des elflings, le champ Bélan. Donc ça vient compléter. Vous allez me dire, Kylian, t'es sympa, mais là ça commence pas à faire un peu beaucoup de PNJ. Il n'y en a pas tant que ça, et puis en fait ils viennent boucher des trous en fait. Parce que bien entendu on va se dire qui s'occupe du culte de Shali à Middenheim. On a tous la question, hop, elle y est là. Donc n'hésitez pas vraiment, ça vaut le coup de l'avoir. Et ça permet aussi, alors il propose de récupérer des PNJ qu'on a vus précédemment, comme Philippe Descartes, que j'aime beaucoup, comme Etelka Erzen, et de les balancer, ou le docteur Malthusius, c'est le Zoocopéia, et de les balancer dans Middenheim. Donc hop, ça fait des liens avec le passé, ce qui est parfois un peu sympa. Ils expliquent le changeling, donc ce que ça peut être, ce qui est pas le Doppelganger, hein, en l'occurrence. Voilà, donc ils donnent. Et puis ils vont parler de lien avec les Skaven. Donc là, moi je conseille mon conseil c'est de pas forcément aller sur trop de Skaven à cette étape-là. Et il y a aussi, rappelez-vous, on continue toujours avec le nécromant. Cette histoire de nécromant après la vengeance du Gravelord. Donc, vous pouvez l'utiliser. Mais ce qui, moi, m'a intéressé le plus, tout m'intéresse, mais particulièrement, c'est qu'il y a la garden party du Graf. Pas de l'Élysée, mais du Graf. Et honnêtement, s'il y a une scène pendant le carnaval qui est un plaisir de jouer, c'est cette garden party. Alors, vous allez me dire, mais il faut que les personnages soient invités. Bon, c'est toute la difficulté. Il faut trouver un moyen pour que nos personnages soient invités. Mais c'est justement l'occasion de pouvoir rencontrer tous les PNJ dont j'ai parlé. Même pouvoir, pas forcément lui parler, mais Boris Sunbringer. Il y a un planning hyper serré de cet événement qui dit à quelle heure les gens arrivent, ce qu'ils font. Vraiment du matin jusqu'au soir, on sait tout ce qui va se passer à la garden party. Alors, il faut le réserver à ceux qui aiment bien la discussion, mais c'est honnêtement un super moyen d'introduire les PJ dans le haut monde. Et donc, alors il y a une date pour la garden party, elle est officiellement, il y a une date précise pour
dans la Carnaval pour la garde partie, mais mettez-la quand vous voulez, en vrai. Ça se passe juste à côté du manoir du Palais du Graphe, et ça permet de rencontrer en quelques heures tous les personnages importants, d'avoir des relations avec eux, de se faire connaître. Donc voilà, à part si vos personnages sont des brutes épaisses, il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu lettré ou qui ait un peu d'entre-gens, il est accompagné par ses gardes du corps ou autre, il peut trouver une excuse un peu valable, mais cette gardienne partie du Graphe, elle est dans le compagnon, elle n'est pas décrite hein, dans le livret, on va dire la campagne, mais vraiment, nous, ça nous a pris, je crois, 3 sessions pour le faire. Et il y a plein de trucs qui se passent, hein. Il y a plein de trucs, c'est de l'espionnage, on entend des gens parler, on peut donner des fausses pistes. Donc, voilà, vraiment hyper sympa. Donc, bon, vous avez pu comprendre que je suis fan de ce livret, donc j'ai arrêté de dire que c'est sympa, parce que je crois que vous avez compris. Une fois que vous avez fait évoluer tout ça, normalement, vos personnages, il faut leur donner des infos. Donc, ne soyez pas avares d'informations, même le début. En fait, c'est même pas grave s'ils savent que Wesmayer, je pense, moi, c'est pas été le cas, mais même s'ils pensent que Wesmayer doit être le coupable, ils n'ont pas de preuves. Donc, ils peuvent même très vite se rendre compte que c'est certainement lui. Et ben, le reste du livret, ils vont passer plutôt à se faire des alliés pour que les conseillers proches du Graphe soient plutôt dans leur sens. Parce qu'ils peuvent être pour les taxes ou contre les taxes, hein, vos personnages, à vrai dire. Et surtout, ils doivent se rendre compte que Graf Boris Stormbringer est faible. Et donc, on revient au titre, le pouvoir derrière le trône. Et ça, c'est tout le message, c'est finalement qui est derrière le trône. Et là, on va arriver au dernier chapitre, mais qui va être finalement quelque chose que vous avez... Le dernier chapitre, c'est pas juste le dernier chapitre, hein, c'est la stratégie du traître. Et là, on va se rendre compte que il n'est pas tout seul. En fait, il a des pions. Il a des pions. Wesmayer a engagé des pions. Brunhild Klaglich. Et alors, elle a plusieurs noms, parce que cette dame, elle se déguise. Elle se déguise. Alors, donc, elle est alliée à Charlotte Frokainer, Elise Kalbuttig, je suis vraiment toujours nul hein, en nom. Et c'est elle qui, par exemple, va donner la drogue au chancelier. C'est elle qui va aller, qui a peut-être hypnotisé ou envoûté Dieter. Donc en fait, dans ce dernier chapitre, le chapitre 7 que vous avez devant les yeux, eh ben, on va se rendre compte que Wesmayer n'est pas seul. Déjà, il y a un petit sujet, c'est qu'on ne voit pas toujours le culte de la main pourpre dans sa stratégie. Bon, alors qu'il aurait peut-être pu utiliser toute son organisation, non, mais il a préféré faire appel à une bande de vauriens. C'est mieux parce que comme ça, les PJ arriveront à s'en sortir. Bon, voilà, si j'avais été Wesmayer, heureusement, je ne suis pas chaotique, j'aurais fait appel à toute la puissance du culte de la main pourpre, mais peut-être voulait-il trahir lui-même le culte de la main pourpre, qui sait. Bon, bref. Et donc, il a fait appel à trois vauriens qui sont plutôt forts, hein, voilà. 4 vauriens, excusez-moi, parce qu'il y a la chef, Mme Brunhild, et puis elle est accompagnée d'un mercenaire, d'un coupe-jarret et d'un sorcier. Donc j'ai nommé, je pense savoir certainement leur tête, quelques... Voilà, Brunhild, Dagmar et voilà, Ulf et Anton. Je le montre rapidement. Donc ceux-là, il ne faut pas les oublier parce qu'en fait c'est la partie matérielle hein, on va dire, du complot, puisque il a besoin, Wesmayer, d'être accompagné. Par exemple, ils vont enlever, alors c'était pas la fille du seigneur des lois Edric, c'était sa nièce, excusez-moi, Rhea. Ils le kidnappent pour avoir la main mise sur lui, et puis Brunhild, elle va donner de la drogue, elle va hypnotiser. Donc en fait, c'est par là qu'on va pouvoir remonter certainement la piste de Wesmayer. Puisque très vite, on va se rendre compte, il faut ça, encore une fois, il ne faut pas être avare d'informations. Wesmayer les a envoyés faire des missions, puis c'est pas forcément, alors à part Brunhild, les vauriens les plus discrets. Brunhild, on va se rendre compte que peut-être, parce que c'est toujours la même personne ou la même couleur de cheveux même si elle est déguisée, il y a un lien commun entre toutes les personnes qui ont des sombres secrets. Et donc, c'est ça qui va permettre potentiellement au groupe d'être sur la piste de ce petit groupe de mercenaires.
Donc n'hésitez pas, donc ils décrivent dans ce chapitre 7, n'hésitez pas à chaque fois, tiens, Fraukeiner par exemple, Fraukeiner, on l'a vu, elle ressemble à ça. Ah tiens, Charlotte, celle qui a rencontré Dieter, elle ressemble à ça, mais hop, peut-être c'est les mêmes, etc. Donc moi, très vite, mes joueurs se sont rendus compte que c'est marrant, c'est toujours potentiellement la même, voilà, la même dame qui faisait. Donc, encore une fois, c'est le point faible de Westmayer, il le sait, et puis il est bien obligé d'agir quand même, et donc il est en train de préparer, il y a le repère de ce qu'ils appellent les pions, les mercenaires qui sont là. Et à un moment donné, les personnages risquent d'y aller pour délivrer la nièce du Seigneur de la Loi, Elrich. Voilà, ça c'est sur les pions de Westmayer. Et puis, il y a tout un tas de conseils sur comment on peut faire avancer. Donc, comme je vous l'ai dit, tout va se jouer sur la partie du carnaval. Et le plan diabolique de Westmayer, lui, ce qu'il veut, c'est que ça atteigne le paroxysme le dernier jour. D'accord, le dernier jour, c'est ce plan de... Et donc, il a un plan hyper bien organisé pour la nuit de Festag, entre Angestad et Festag. Et donc, c'est là où il va aller avec Brunhild, il va voir le chancelier Sparsam, avec sa drogue, et puis, donc tout est planifié pour cette dernière journée, avec le doppelganger qui a pris une apparence, qui va profiter de la soirée au Collège Royal, pour rentrer au palais, et puis le doppelganger va être déguisé en Ulflich, qui va se rendre aux appartements du Graf, demander à être reçu immédiatement, et puis le Graf va l'accueillir, le doppelganger, et puis prendre sa place, le tuer et prendre sa place. Voilà, ça c'est le plan. Alors honnêtement, c'est un peu too much, c'est un peu trop... Pourquoi il le fait pas le premier soir finalement? Pourquoi il envoie pas son doppelganger direct le premier soir? Bon, c'est mieux de le faire à la fin. Donc c'est la soirée de Festag, autant pour moi. De vraiment le dernier jour où il y a un grand événement, un opéra, et puis ça se passe après. Bon, donc ça c'est un peu une petite faiblesse. C'est vrai que autant déstabiliser la cité, ça paraît crédible, autant embobiner le Graf pour qu'il signe des lois bizarres, why not? Mais le coup d'aller l'assassiner, remplacé par un doppelganger, personnellement j'aurais commencé par ça. Ça m'aurait évité de m'embêter à aller faire des coups bas pour manipuler les conseillers. Bon, c'est bien d'avoir la main mise sur les conseillers, parce que si effectivement Westmayer est nommé par le doppelganger slash Boris Stonebringer, c'est bien qu'il ait la main aussi sur les conseillers. Donc voilà, ça peut se tenir sur ça. Donc sachez que la dernière soirée du Festag, tout est organisé par Westmayer, il y a son plan qui est là. Je doute, pour être très honnête, que aucun groupe ne voit jamais le plan de Westmayer, parce que je pense qu'avant, on arrive à se rendre compte que c'est Westmayer, et il va s'enfuir. Et ça, c'est la fin, c'est que il faut que... Alors il faut... c'est de bon ton pour le suite de la campagne, et surtout pour l'Empire en ruine, que Westmayer s'échappe. Et donc il y a plein de fins possibles. J'aurais tendance à dire qu'il faut que ça finisse en apothéose, parce que ça serait dommage après le carnaval que ça finisse pas en apothéose. Donc moi j'aurais tendance à dire, faites en sorte que au dernier moment les héros arrivent à sauver le Boris Stonebringer. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui disent on le sauve mais personne ne le saura jamais parce qu'ils ont pu tuer le doppelganger ou l'empêcher de le faire avant qu'il arrive au palais. Ou moi j'ai fait encore mieux, c'est-à-dire que ils avaient suffisamment d'alliés dans la place, dont Dieter et Katharina, pour qu'ils soient, pour que, comme ils se doutent que l'assassinat va se passer par le doppelganger, ils arrivent au moment où l'assassinat se passe. Les gardes du palais sont devant la chambre du Graf, mais ils viennent de faire rentrer Ulflich, donc quelqu'un, un seigneur des lois, donc il a le droit de rentrer. Et là, tout le monde rentre et Ulflich, alias doppelganger, est en train d'assassiner Stonebringer. Vous pouvez le tuer aussi, Stonebringer, ça donne un peu Vous pouvez même faire réussir le plan de Westmayer. Et voilà, il y a plein de fins possibles, comme d'habitude. Donc moi j'ai fait, ils arrivent à le sauver quand même. Ils sont arrivés in extremis, il aurait pu mourir, Boris Stonebringer, ça s'est joué au jet de dés. Et puis, comme ils savent que c'est Westmayer, ils vont jusqu'à la maison de Westmayer pour l'arrêter. Mais celui-ci s'en va
et fait pour s'enfuir. Il sort de la cité et fait exploser un gigantesque pont qui arrive à Middenheim au moment de partir pour pouvoir s'enfuir. Donc ça fait une fin un peu explosive. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'ai dit à chaque fois que je faisais 1 heure, pas plus. Un scénario, il faut l'introduire, donner le contexte tous les débuts sur les taxes, l'opposition religieuse, l'état de santé de Boris Stormbringer et le carnaval. Comme ça, quand ils arrivent, tout va être rythmé par le carnaval et ce qu'ils vont faire pendant le carnaval en suivant les enquêtes. Ce qui est quand même intéressant, c'est que très vite, on leur donne des informations sur voilà, sur Brunhild, les pions de Westmayer, hein, les vauriens de Westmayer, histoire qu'ils se disent qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de manipuler. Parce qu'autrement, ça risque de tourner en rond si dès le début ils se disent en fait on sait pas, c'est trop compliqué. Et donc, vous n'arriverez pas à tout jouer. N'espérez pas pouvoir jouer tous les événements du carnaval. Les matchs de Blue Ball, enfin, c'est pas possible en fait. Parce que déjà, tout se passe en même temps et qu'ils vont être tellement faire de l'enquête, ils risquent d'être blessés de temps en temps, de devoir se reposer, parler avec des gens, que c'est pas possible. C'est pour ça, n'hésitez pas à choisir le planning qui va bien pour vos personnages, pour que ça soit intéressant à jouer pour eux, et qu'ils ne se retrouvent pas à un opéra, alors que l'opéra, le barbare de Séville, alors que c'est tous des guerriers. Donc voilà, c'est vraiment à la carte, c'est mon conseil. Et puis, ne soyez surtout pas avare d'informations. C'est déjà suffisamment compliqué, il y a suffisamment de PNJ. Là, je vais faire aussi un message pour le casting. Si vos joueurs viennent à Warhammer pour tuer de l'homme bête du chaos et foncer dans les ennemis, pas sûr, vraiment pas sûr que le livret soit pour eux. Parce que là je parle des joueurs, hein, chaque joueur est différent, donc discutez bien avec eux avant si une grande session d'enquête ça leur plaît. Pour être honnête, moi j'ai dû accélérer en partie parce qu'au bout d'un moment il y a beaucoup de PNJ et mes joueurs il y en avait trop et donc ça le perdait, et puis un tel donc j'ai réduit un peu l'ampleur des PNJ pour que ça soit un peu plus, pas simple, hein, mais moins riche en PNJ. Donc à chacun son groupe et chacun ses joueurs et son approche. Si vous avez des joueurs qui passent, et je l'ai pas trop abordé, qui sont plutôt des quartiers les plus bas, des assassins, des voleurs, ça se joue aussi très bien. Il y a toute une histoire avec les seigneurs des bas-fonds. Et donc ça peut aussi passer par là. L'intrigue sera complètement différente et il faudra que vous vous orientez, utilisez les seigneurs des bas-fonds pour avoir accès au PNJ, ou en tout cas qu'ils aient eux un motif pour agir. Voilà en 1 heure un peu mon débrief. Livret hyper intéressant. Lisez-le sur tous les PNJ, à la carte parce que c'est bac à sable pour les joueurs, et préparez-le un peu avant. Donner les informations déjà mort sur le règle pour que quand ils arrivent, ça soit le plus fluide possible. Prenez le temps, amusez-vous de chaque scène, créez-en tant que vous voulez, parce que le carnaval c'est l'occasion de créer plein de scènes et plein d'aventures individuelles, et ça c'est aussi assez fort par rapport à mort sur le règle ou la mise en ombre, c'est que en fait c'est le moment où vos personnages vous pouvez les mettre en avant. Enfin, vos personnages, les joueurs, sont les héros du quotidien du carnaval, et ils doivent l'être. Je pense que la scène la plus forte pour une des joueuses de ma table, Carmilla, c'est quand elle a réussi le tournoi d'archerie en utilisant un point de pas de destin, mais de corruption afin de réussir. Et je pense que dans la campagne, elle s'en rappellera toujours. Quand ils ont essayé, les deux autres, d'être champions, même s'ils ne sont pas arrivés, c'est un super bon souvenir, quand ils étaient dans l'arène contre les Minotaures. Et donc, voilà, c'est vos personnages qui sont les héros de ce carnaval, ils doivent être mis en avant, il ne faut pas qu'ils subissent du tout, c'est-à-dire si vous les faites passer d'événement en événement et en fait, ils assistent, il ne faut pas qu'ils assistent. S'il y a des événements où ils assistent au truc, il faut que ça dure 2 secondes en disant, voilà, vous l'avez vu, et on passe à autre chose, parce que il n'y a rien de plus
embêtant, chiant, alors là je prône pour moi et chacun sa vision, que d'être joueur, si son personnage assiste à un événement, voit toute une liste de PNJ, d'écrits, etc. Mais en fait je fais rien et j'assiste. Ça peut être bien pour présenter des gens, mais pas plus que ça. Donc voilà, oubliez pas le grand méchant, c'est Vesmayer, hein, dès le début. C'est lui le traître. Et surtout, que Sigmar ou Ulrich vous guide dans cette aventure.